Bonjour à tous, bonjour Shmuel Trigano. Bonjour. Pour préparer notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai notamment consulté les vidéos de vos conférences qui sont disponibles sur Academ et j'en ai trouvé un nombre assez important, assez impressionnant, même 154 conférences, parmi lesquelles évidemment il y a vos cours donnés dans le cadre de l'Université populaire du judaïsme. Enfin, ça fait quand même de vous l'un des auteurs les plus diffusés sur notre site. Merci. Vous avez publié depuis votre premier livre, c'était en 77, qui avait pour titre Le récit de la disparue essai sur l'identité juive, une trentaine d'ouvrages, d'innombrables articles, des interventions dans la presse. Vous avez également dirigé plusieurs sommes collectives et internationales consacrées à l'histoire juive. Votre réflexion traverse de nombreuses disciplines, la philosophie, la politologie, l'histoire, la sociologie, la religion, la psychanalyse, l'herméneutique. On voit donc la grande diversité des champs qui vous intéressent. Et puis vous avez fondé la revue Pardes, l'Observatoire du monde juif et la revue aussi Controverse. Plus récemment, en Israël, où vous êtes maintenant, vous avez créé une association qui s'appelle Dialogia, avec pour objectif d'établir un pont intellectuel entre les immigrants venus de France et puis cette culture israélienne assez difficile à pénétrer en général. Alors que dire de nouveau sur votre œuvre qui n'a déjà été maintes fois soulignée? Je signale d'ailleurs en particulier ce numéro très intéressant récent de la revue Pardes qui vous est consacré sous le titre Shmuel Trigano, un parcours intellectuel dans le siècle. Bon, avouez que vous ne facilitez pas vraiment la tâche de la personne qui se mettrait en tête de vouloir faire votre portrait, puisque déjà beaucoup de choses ont été dites par vous. Mais je vais donc commencer... On peut les critiquer. On peut les critiquer. Je vais commencer par une question donc très actuelle, mais aussi banale. Comment allez-vous, Shmuel Trigano? Votre état d'esprit aujourd'hui, à l'heure où nous sommes réunis dans ce studio? Bon, ça va. On pourrait dire que ça va. Sur le plan de l'expérience israélienne, je suis revenu en 2015 en espérant faire beaucoup de choses. Je n'ai pas véritablement réussi à les mettre en œuvre parce que cela nécessite des subventions, les places sont prises, etc. Finalement, mon expérience de retour en Israël est une expérience assez ascétique puisque j'ai remis le compteur à zéro en quelque sorte, en tentant d'aller plus loin que ce que j'avais pensé, écrit, et mettre en œuvre surtout. Mettre en œuvre, c'était pas du tout une entreprise politique, mais une entreprise éducative et intellectuelle, acclimater, si vous voulez, dans la culture israélienne, la dimension de culture, de civilisation, de politique. Le judaïsme est aussi une cité. C'est ce qu'on a oublié dans l'exil, dans les 25 siècles d'exil. Et c'est ce que le judaïsme religieux, comme le judaïsme laïque, ne retrouve pas véritablement encore aujourd'hui. Et c'est un peu dans cette perspective que j'ai tenté de reprendre une activité. Donc, on va revenir sur toute cette période, puisque effectivement nous sommes aujourd'hui là pour parler de l'ensemble de votre parcours. Malgré la richesse de ce parcours très prolifique, malgré une reconnaissance générale de votre œuvre, vous semblez toujours un peu insatisfait de la manière dont tout cela est perçu, un peu comme une sorte de prophète du désert qui souffrirait de ne pas avoir finalement pas être entendu ou compris. Est-ce que c'est aussi un peu votre état d'esprit? Parfois, je l'avoue, parfois. Il y a beaucoup d'obstacles pour comprendre ce projet. Alors, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Ce projet intellectuel n'a été possible qu'en France, mais dans un rapport à l'expérience israélienne. Donc, j'ai trouvé en France le recul intellectuel nécessaire pour cette perspective, et aussi l'interdisciplinarité, la dimension culturelle, qui n'existe pas véritablement en Israël, qui est un pays très cloisonné, intellectuellement parlant. Et donc, ce va-et-vient entre deux univers a fait que il y a une certaine faiblesse à la fois ici et là-bas de ce point de vue-là. Mais j'ai essayé de penser l'hébreu dans la langue française finalement, et l'enjeu n'est pas aussi simple que ça. Et ici, vous souffrez finalement de ne pas être là où il faut être, c'est-à-dire en Israël pour votre projet, et en Israël dans le regard des autres. Oui, dans le regard des autres, parce que en Israël, je suis français.
Un Français, et on comprend pas, puisque on est dans un univers anglo-saxon, on ne comprend pas véritablement cette petite musique de la pensée française. Et d'ailleurs, c'est une expérience très éprouvante mais passionnante d'être au carrefour de deux langues sur ce plan-là, surtout quand on essaye de s'exprimer dans l'autre langue. Et donc, en France, il y a beaucoup de préjugés culturels et intellectuels concernant le profil du judaïsme. J'essaye de sortir de cette dimension-là, mais c'est ce qui fait ce décalage. En Israël, c'est le problème de la traduction de toute cette œuvre. Je me promène en Israël parfois, j'assiste à des événements, et je suis d'une certaine façon accablé parce que j'ai analysé les sujets en débat, mais je ne peux pas participer du fait de l'accointance avec les différents milieux culturels, journalistiques, etc. Je ne participe pas vraiment, un petit peu, mais pas vraiment, au débat intellectuel. Et donc, c'est normal, puisque nul n'a lu ce que j'ai écrit en français. Et donc, si vous voulez, c'est ça ce décalage. Mais je reconnais que ce décalage, bien qu'il soit fatigant, intellectuellement parlant, est une chance absolument unique, parce que je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit si je ne m'étais pas retrouvé dans cette tension entre la France, là où je reviens, et Israël, vers quoi je veux aller. Donc j'ai vécu en Israël au départ, comme vous l'avez signalé. J'ai fait mes études à l'université hébraïque. On va y revenir, oui. Voilà. Et donc je ne suis pas un étranger à ce point-là. Néanmoins, le développement intellectuel s'est produit en France et je suis gré à la France de l'avoir rendu possible. La période était peut-être exceptionnelle, mais en tout cas, ce n'était pas possible en Israël. Alors, si vous avez beaucoup publié, finalement, vous avez assez peu parlé de votre vie personnelle. Alors, commençons par le début. Vous êtes né à Blida, en Algérie, en 1948. Bon, c'est la même année que l'État d'Israël. Exactement. Vous avez le même âge. C'est sans doute un signe, peut-être aussi, de ce parcours parallèle. C'est important de le souligner. Donc, de 48 à 62, vous avez donc passé les 14 premières années de votre vie dans cette petite ville de Blida, qui est une bourgade fleurie, dit-on, bordée d'orangers. La ville des Roses. La ville des Roses, cinquantaine de kilomètres d'Alger, là, au pied de l'Atlas. Quel souvenir vous gardez du pays de votre enfance et du début écoutez, de cette je n'ai jamais eu de nostalgie parce qu'il était évident que c'était mort, que l'Algérie c'était fini. Néanmoins, j'ai été très marqué par le relief, la nature, très puissante. C'était une petite ville au pied des montagnes de l'Atlas. Et donc, il y avait une vue presque directe sur les pentes des montagnes. Donc, ce souvenir est un souvenir émerveillé, si on peut dire. Le boulevard principal sentait la fleur d'oranger tout au long. Il y avait des casernes, beaucoup de casernes à Blida. Mais la période de la guerre civile fut terrible. Des attentats, l'inquiétude Je n'ai pas fait ma communion là où il fallait, à la date où il fallait, justement du fait de le manque de la sécurité. Ouais, je souligne une petite chose, là vous dites communion, parce qu'en Algérie, finalement, oui, on parle de parlait comme ça. La bar mitzvah, on dit que c'est la communion. Bon, voilà. C'est une façon d'être assimilé, on va dire. Et le baptême pour... Le baptême pour la circoncision. Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce que faisaient vos parents Comment vivait la famille Trigano? Mon père était négociant. Et donc, il vendait des marchandises en gros aux hôpitaux, aux communautés. Et donc, ma mère était femme au foyer. Comment c'était dans la famille, l'ambiance familiale? C'était très... On m'a beaucoup encouragé parce que mon père avait dû partir au travail très tôt. Son père était décédé. Et on m'a beaucoup encouragé à faire des études. J'ai fait du latin et du grec au lycée du Verrier. Et donc, sans doute, ça m'a beaucoup marqué. J'ai appris le latin et le grec avant l'hébreu,
C'est une période heureuse quand même, cette période de Blida, d'Algérie, de votre souvenir? Rétroactivement, oui. Mais la fin fut terrible. Oui, ça a un petit peu jeté une ombre sur l'ensemble. La fin fut terrible. Oui. Avant de venir sur ce point, vous êtes remonté dans votre généalogie, par ailleurs, des Trigano, de Blida? Ma fille l'a fait. Ah bon. Et donc, oui, on remonte jusqu'au 19e siècle, puisqu'en fait, quand la France est arrivée, l'état civil a été établi, et les Juifs sont devenus assez rapidement français. Donc, on a cet état civil jusqu'au début du 19e siècle, mais le nom Trigano est originaire d'Espagne, province de la Huesca, Trigas, un lieu qui s'appelle Trigas. Trigano, c'est l'homme de Trigas. Ceci du côté de ma famille paternelle, et du côté de la famille maternelle, semble-t-il, via Livourne. Donc, quand il y a eu l'expulsion d'Espagne, les Juifs se sont dispersés. Et certains sont passés par Livourne avant de trouver un refuge en Algérie ou en Tunisie. Longue histoire de l'exil. Le rapport au judaïsme, quel était le rapport au judaïsme, il était présent. Mais mon père était, par exemple, franc-maçon. Il était franc-maçon. Et puis, ce qui se disait dans l'opinion collective, c'est il faut être du XXe siècle. Et donc, mais par contre, toutes les fêtes étaient respectées, cachères, etc. Mais c'est un judaïsme bon enfant, si vous voulez, parce que, par exemple, les gens allaient à la synagogue le Shabbat, et en sortant, ils allaient prendre l'apéritif au café du coin pour se retrouver. Bon, donc c'est cet univers finalement très tolérant et non idéologique qui est très important. Bon, c'est dans mon propre développement en France, c'est moi qui ai ensuite imposé à mes parents la cacheroute, etc., etc. Mais si vous voulez, ce que je garde, c'est un judaïsme accueillant, non idéologique, souple, mais fidèle. Il y a pas eu de rupture. Comment se passait la vie communautaire? Il y avait beaucoup de Juifs, il y avait une activité... Oui, il y avait une synagogue, je l'ai bien en mémoire, mais sur la vie communautaire, je n'ai pas vraiment de... Ce que je sais, c'est que les fêtes étaient célébrées à la synagogue, et le Shabbat fêté aussi. Est-ce que vous restiez un petit peu dans cette communauté-là, ou vous étiez finalement dans le bain, j'allais dire français traditionnel, à Blida, ou... Oui, mon père était dans le bain général, le syndicalisme ouvrier, etc., etc. En plus, maçon, effectivement. Voilà, donc, mais sa loge maçonnique est une loge croyante. Donc, c'est ça qui marque les choses. Et en fait, si vous voulez, cet univers plus ou moins heureux, malgré la situation vécue, ce fut terrible en Algérie. La France, les Français de métropole ne se rendent absolument pas compte de ce que c'était d'abord et de ce qui s'est produit. Je vois là les célébrations des accords d'Évian, etc. Mais bon. Et donc, la rupture fut... Oui, on va revenir sur cette rupture. Oui. Mais d'abord, votre scolarité aussi, il y avait quand même... Vous êtes resté jusqu'à 14 ans, donc vous avez fait toute l'école primaire. Tout à fait. Plus une partie de l'enseignement secondaire. Dans quel cadre c'était, là? Vous avez un lycée, le lycée du Verrier. Oui. Voilà, que je revois encore. Rien à signaler de particulier. À ce moment-là, vous étiez un élève de quel genre? Est-ce que vous aviez déjà... des idées sur ce que vous vouliez faire plus tard, de vous projetiez À cette époque, pas encore. C'est en France que la chose s'est déclarée. Et donc, non, c'était, si vous voulez, le caractère étrange de l'Algérie, c'est que c'était la France. Il y avait l'église, la mairie, la caserne, etc., tout en n'étant pas la France métropolitaine. Et donc, de ce point de vue-là, j'étais inscrit dans ce circuit général sans aucune réserve ni appréhension. Alors arrive cette année 62, le départ, comme pour beaucoup, un déracinement, donc beaucoup de personnes dans cette situation. Vous parlez de la fin abrupte d'un monde disparu en 2 jours lorsqu'il a fallu fuir pour éviter la mort promise,
abandonnant tous nos biens, deux valises à la main. Bon. Vous gardez des images, évidemment, de ce moment-là? Ben, j'en garde très peu, mais c'est beaucoup plus tard que l'impact s'est révélé. Comment ça s'est passé concrètement, ce départ? Il fallait partir avant l'indépendance de l'Algérie, alors qu'on nous promettait le massacre. Les biens des Français avaient été déjà partagés, les bonnes nous disaient « je vais prendre cet appartement, ce sera à moi », etc. Donc c'était la terreur qui régnait sur les Français d'Algérie, et surtout aussi l'abandon de l'État, l'abandon par le général de Gaulle. Il a abandonné 1 million de citoyens français. Et donc ce dont on ne se rend pas compte du tout en France. Et il a fallu partir à un moment donné très vite avant la date fatidique de l'indépendance. Nous avons tenté de, n'importe comment, n'importe où, de partir par avion. On n'a pas trouvé. On a été replié sur un aérodrome militaire dans la ville de Boufarik, en attendant un départ. Donc je me souviens des lits comme dans un pensionnat, des lits superposés où nous avions passé la nuit, etc. Et nous sommes partis n'importe où, c'est-à-dire Toulouse. Et je me souviens que dans l'avion, il y avait 2 personnes par siège. Bref, ça a été... je n'ai pas souffert à ce moment-là, mais bien plus tard. Vous dites que c'est un ébranlement, mais qui vous fait découvrir, assez paradoxalement, le judaïsme. Ce fut, selon vous dire, une découverte, non pas cérébrale, mais existentielle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là finalement, ce déchirement, cette cassure, qui a été le traumatisme de ma vie, je l'ai beaucoup travaillé, parce qu'en fait, c'est l'expérience d'un évidement du monde brutal. Vous êtes dans un lieu de nulle part. Le monde que vous croyez exister, là où vous habitiez, ce que vous faisiez, disparaissent. Vous êtes jeté dans ce vide. Et en interprétant après coup mon histoire, c'est que j'ai compris cette situation en la judaïsant. C'est-à-dire ? C'est que l'expérience de ce vide, vous avez peut-être vu que dans mes livres, il est beaucoup question de l'absence, de la présence. C'est réel, c'est vécu, si vous voulez. Ce vide, c'est ce qui reste lorsque Dieu se retire quand le monde est créé, dans la création du monde. Et c'est un vide qui comporte un abîme. Il y a un néant en son fond. Et il y a une exigence de se tenir à flot, si vous voulez, pour ne pas sombrer dans ce néant. Et j'ai découvert, quand je suis arrivé en France, je me posais beaucoup de questions à ce moment-là, et j'ai commencé à écrire. Et donc j'ai découvert un jour, je suis tombé sur vous savez, quand on est arrivé en France, on ne savait pas où on était, s'il y avait une communauté juive, où elle était, comment faire. Nous avons déménagé plusieurs fois entre Toulouse, Paris, Meudon, etc., etc., jusqu'à ce que mon père refasse une affaire, une épicerie, justement. Et donc, j'ai beaucoup écrit, et je suis tombé un jour par hasard sur un numéro des Nouveaux Cahiers dans lequel j'ai lu un article d'un groupe d'intellectuels qui s'appelait Gabriel Blocor, où il y avait Henri Atlan. Et c'était une page du Maharal de Prague. J'ai été ébloui. Et donc, je me suis mis à écrire. Oh, excusez-moi. Je me suis mis à écrire, justement, à commenter ce texte. Tout plein de trucs autour du texte. Ce fut la découverte du judaïsme. Alors là, vous êtes très ému en nous lisant cela. Cette page du Maharal,
on comprend l'émotion que vous pouvez ressentir, mais cette redécouverte-là, c'était comme si tout d'un coup vous aviez une réponse, qui est une forme de non-réponse en même temps, mais un mouvement, un chemin qui s'ouvrait. C'était la lutte de Jacob avec l'ange. Mais j'avais pas une réponse nécessairement, mais un horizon s'ouvrait. Vous faites vos études secondaires au lycée Buffon, à Paris, donc. Comment ça s'est passé l'adaptation, la poursuite de ces études secondaires, l'adaptation en France, ça a été difficile ou Non, ça a été enrichissant quand j'y réfléchis. J'ai des professeurs de français extraordinaires, de littérature, Michel Deguy comme prof de philosophie. Ouais, c'est pas mal. Et donc, mais je faisais ma petite révolte. Je me souviens qu'en cours de philo, parfois, au fond de la classe, je lisais les psaumes. Ah bon ? Oui. À voix basse ou À voix basse, mais justement en ayant ce sentiment qu'il y avait ici un débat entre l'héritage philosophique et l'héritage judaïque. Et donc ça a été bon, c'est anecdotique. Hein. Vous en parliez au professeur ou c'était juste Non, j'en parlais pas du tout, pas du tout. C'était vous qui. Oui, on était encore assez guindés. Il n'y avait pas de filles justement dans le lycée Buffon. Et puis j'allais au lycée en costume cravate. Vous étiez un bon élève, j'imagine aussi. J'ai été un bon élève, mais l'année du bac, j'ai craqué. J'ai raté mon bac. Et je l'ai repassé. Et quand je l'ai repassé, c'était mai 68. Et je me souviens que j'errais dans les rues de Paris avec cette mouvance, et j'ai eu j'étais devenu très sioniste et je m'apprêtais à partir en Israël. Et j'ai eu le sentiment que je voyais la fin d'un monde. Bon, c'était peut-être excessif, je pense que c'est vrai en partie. Néanmoins, c'est vrai que mai 68 a charrié une dimension de liberté. Vous participiez à ce mouvement-là ? Non, je participais. Je regardais, je participais pas, je regardais, etc. Et donc c'était parce que la France d'avant mai 68 était guindée. C'était un autre univers que celui que nous avons connu. Et d'une certaine façon, il y avait aussi un message de liberté. Mais à mes yeux, je ne pouvais pas le comprendre totalement. Il allait trop loin. Effondrement d'un monde là. Et puis vous parlez effectivement de votre découverte du sionisme, parce que vous avez redécouvert le judaïsme, et donc le sionisme, finalement, ça allait de pair. Je cherchais des éléments sur le judaïsme. À un moment donné, j'achetais des revues, l'Observatoire du Moyen-Orient, ça n'existe plus maintenant, etc. Parce qu'en fait, quand je cherchais où le judaïsme vibrait, c'était Israël, c'était l'évidence. Ouais. Je ne le voyais pas vibrer en France, sauf un moment, je suis allé une fois ou deux aux colloques intellectuels. Bon, alors peut-être que là, j'ai reçu un impact aussi d'une méthode, si vous voulez, cette méthode, cette façon du judaïsme français d'après-guerre, de concevoir le judaïsme comme un enjeu intellectuel et une personnalité intellectuelle en dialogue avec le monde. C'est un peu l'école de Paris en général. Absolument, ouais, c'est bien plus tard. Ouais. Si vous voulez, Manitou était sur le point de décéder. J'ai eu le sentiment que ça allait disparaître, mais qu'on n'avait pas su que ça avait été important. C'est-à-dire que c'est rétroactivement que je me suis senti une filiation par rapport à ce moment-là, mais j'ai été l'élève d'aucuns, bien que il le soupçonnait, Lévinas comme Manitou, André Neher, me reprochait de ne pas les avoir cités dans mon premier livre. Mais en fait, le premier livre, il sort du néant, de cette expérience considérable qui englobe toute la personnalité. Ouais. Vous étiez effectivement pas quelqu'un qui suivait
un maître, mais quelqu'un qui exprimait quelque chose de qui recherchait, qui recherchait. pour survivre. Oui. Et donc, la survie, c'était 69, votre alia, très rapidement, finalement, voilà. après votre bac. Vous aviez 22 ans. Et comment ça s'est pris, la décision de partir? Ça a été anticipé? J'ai dû me battre avec mes parents. Parce que parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. Je partais seul. J'ai perdu un an, comme de bons parents juifs. Mes parents voulaient que je fasse une licence de droit. Donc j'ai fait du droit et j'ai été inscrit en même temps à l'école des langues orientales pour apprendre l'hébreu, ce qui m'a donné une bonne base de grammaire. Et puis j'ai voulu partir, donc finalement je suis parti. Et voilà. Alors nous avions un peu de famille en Israël qui était partie bien avant l'indépendance de l'Algérie et qui était installée dans un kibboutz. Donc j'ai connu le monde du kibboutz à ce moment-là. J'avais connu en 66 l'Israël, le tout petit Israël, là où Jérusalem était divisée. On montait sur la tour de David pour voir de loin le Kotel, mais on ne pouvait pas y accéder, il y avait la porte Mandelbaum. Et surtout, j'ai connu le côté, héroïque du kibbutz, qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Vous partez donc en Israël et vous vous inscrivez à l'université hébraïque de Jérusalem en philosophie juive et kabbale et en sciences politiques. Quels étaient vos sujets, vos projets, vos sujets de préoccupation? Je me suis inscrit à l'université hébraïque pour comprendre ce qu'est un État juif. Donc j'ai choisi sciences politiques et philosophie juive et kabbale. Aujourd'hui, ça s'appelle Pensée d'Israël. Et c'est là que commence le questionnement. Parce que ni là, ni ici, je n'ai entendu parler de l'État juif. Et donc, j'ai découvert sur le campus israélien, c'est une expérience très concrète, qui plus tard a donné lieu à mes prolégomènes à l'étude, aux études juives dans la demeure oubliée. Ça, c'était vraiment une expérience intellectuelle où je vois que la judéité, disons, quand je dis le judaïsme, je ne pense pas uniquement au judaïsme rabbinique, etc., mais à quelque chose de beaucoup plus vaste, une histoire, une culture, une civilisation, etc. J'ai découvert sans comprendre initialement, que la judéité n'était pas au centre de la pensée d'Israël. Et ça prend beaucoup de temps. Alors, quand en France, à l'époque, on s'inscrivait en histoire, il était clair que c'était l'histoire de France avant tout. Aujourd'hui, je crois plus que ce soit le cas. Mais en Israël, non, il y avait histoire et histoire juive, Toldot Israël. Il y avait philosophie et philosophie juive et kabbale. Et ça, je ne comprenais pas. Vous parlez d'une rencontre très dure avec cette réalité israélienne, et vous découvrez que l'exil, là-bas, donc, n'est pas encore terminé, même pour les Israéliens. Ce qui vous fit sortir, selon votre expression, de votre sommeil idéaliste, parce que vous pensiez, en arrivant là-bas, que vous alliez retrouver... Oui, voilà. Je reviens au cœur de moi-même, dans l'université du peuple juif, et je veux apprendre, etc. Et là, mais ça me prend quelques années pour comprendre ce qui se passe. C'est abasourdi, si vous voulez. Donc, et alors, à ce moment-là, la question qui va se poser, c'est mais comment est-ce possible? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi? Comment remédier à ça? C'est les questions essentielles. C'est là où se joue tout ce que j'ai écrit. C'est ça. Ces 4 années d'études, de découvertes sont essentielles pour votre formation. Elles ont Absolument. été déterminantes par la suite. Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris beaucoup de choses, finalement, malgré tout, même si c'était pas dans le cœur de cible. D'abord, ce que j'ai appris, c'est le fait que l'espérance d'Israël, l'espérance messianique, si vous voulez, avait un début de réalisation. C'est irremplaçable comme expérience. C'est capital. Et la preuve est que je suis revenu en Israël en 2015 tout en sachant parfaitement la réalité. Mais j'attends encore. Je suis en train d'ailleurs d'écrire un petit livre sur cette question-là, personnelle. Et donc, c'est bouleversant.
l'existence d'Israël. Mais si vous voulez, dès le moment où vous vous êtes installé, c'est comme si le quotidien effaçait cette dimension-là. C'est l'évidence même. On passe devant, on regarde même plus. Ouais. Voyez. Alors c'est une dénivellation d'intensité considérable. Et donc on se pose des questions parce que moi j'ai voulu toujours être honnête avec moi-même en étant avec les autres. C'est-à-dire j'ai jamais caché ni calculé une pensée. Et j'ai pu écrire des choses très dures qui me posent problème même aujourd'hui dans la nouvelle question juive par exemple, qui est vraiment le cri du cœur de ce retour d'Israël, mais je n'ai pu publier la nouvelle question juive, l'avenir du sionisme, l'avenir d'une espérance, que parce que j'ai senti la nécessité d'écrire le récit de la disparue avant la nouvelle question juive. Mais en fait, je n'ai écrit le récit de la disparue que pour dire la nouvelle question juive qui me brûlait. Oui. Un retour d'Israël à ce niveau-là. Une manière d'entrer dans l'atmosphère plus en douceur. Alors, je rajouterai que, à côté de cette espérance, le principe de réalité. Voilà. Qui, évidemment, en Israël est là de toute évidence. Rencontrer des Juifs de toutes origines. Ouais. Si vous voulez, on n'est plus dans la même perspective qu'idéalement parlant. Alors, au terme de ces 4 années d'études, vous décidez de rentrer en France. Alors, vous dites c'est pour trouver un abri économique, mais surtout, sans doute, aussi pour reprendre une écriture qui avait été entamée très jeune, qui avait été comme suspendue, gelée, dites-vous, par le contact avec cette réalité israélienne dont vous parlez. Ça a été difficile de prendre cette décision de faire sa yérida, de revenir en France. Est-ce que ça ne remettait pas en cause vos choix initiaux, apparemment? Non, je ne revenais pas. Je revenais pour écrire. C'est ça. Voilà. Parce que là-bas, c'était pas possible d'écrire. J'avais terminé mes études et donc il y avait des choix à prendre. En France, j'avais un abri économique. Mes parents habitaient toujours ici. Mais c'est plus profond que ça, je pense. J'avais besoin de prendre un recul métaphysique, intellectuel, pour pouvoir voir de loin ce que je voyais de trop près, et pour pouvoir conceptualiser justement cette expérience. Et donc, mais évidemment, je ne retournais que pour quelques mois. Voilà, il se trouve que je n'ai pas trouvé de poste ensuite. J'ai voulu rentrer en Israël plusieurs fois et que j'ai pu commencer à faire carrière grâce à ma directrice de thèse, Annie Kriegel, à laquelle je dois beaucoup. Et donc à 73, vous revenez à Paris et là s'ouvre cette longue période finalement. Je continue mon doctorat qui deviendra La demeure oubliée, qui a été un travail très dur. C'est comme si je passais du champ prophétique au champ de l'érudition, bien qu'il y ait une thèse. Mais si vous voulez, cette thèse est très importante. Parce que une des questions que je me posais, c'est que s'est-il passé dans la modernité pour que le peuple d'Israël en arrive à cette situation, et pas seulement ça, la Shoah, etc., etc. Et donc, j'ai entamé une recherche sur la modernité juive. Et j'avais besoin que la modernité juive soit un acteur comme les autres dans la modernisation occidentale. Pourquoi? Parce que la thèse dominante sur la modernité, c'est que c'est une modernité d'imitation. Les Juifs ont imité les Lumières, allemandes, et sont entrés dans la modernité de cette. Ce n'est pas ça, parce que avant Mendelssohn, vous avez Spinoza. Avant Spinoza, vous avez Maïmonide. Vous avez toute une généalogie qui est la généalogie de la philosophie juive. Et la philosophie juive, en fait, a entrepris de dire le judaïsme dans la langue grecque, dans le grec. Et cette expérience-là a provoqué un évidement dans le judaïsme. La théorie des attributs négatifs de Maïmonide est capitale sur ce plan-là. Au nom de la perfection de Dieu, il a entièrement évidé le contenu du judaïsme. Les Maïmonidiens, à sa suite, ont surenchéri et donc ont fini par quitter le judaïsme, puisque à leurs yeux, le judaïsme, ce serait comme une autre religion, comme le christianisme, etc. Paris vaut bien une messe. On peut assister à une cérémonie ici, comme on peut assister là, etc. Bon, bref, donc j'avais étudié
la controverse maïmonidienne, comme il est d'usage de l'appeler, mais je voulais prouver que même par le retrait, les Juifs avaient été des acteurs de la modernité. Pourquoi? Parce que il faut être des acteurs de la modernité pour reprendre en main l'enjeu. Et là, vous voyez très bien que même ma thèse de doctorat, qui a été très dure à faire parce qu'il fallait retourner vers les sources, etc., est marquée par l'expérience personnelle. En 82, vous publiez un livre très important dans votre cheminement, ça s'appelle La République et les Juifs. C'était une critique vraiment sans concession de l'émancipation des Juifs à la Révolution française et donc de toute cette fabrique de la modernité juive dont vous venez de parler. Vous dites que ce livre s'est imposé à vous après les attentats de Copernic. Quelle était la situation à ce moment-là et pourquoi s'en prendre à cette Révolution française finalement qui avait émancipé les Juifs? Oui, bien sûr, mais c'est aussi un travail sur moi-même à ce niveau-là. Mais si vous voulez, quelque chose m'avait étonné dans la réaction massive de la société française, en partie aussi manipulée par Mitterrand et le Parti socialiste, etc. C'est que on voulait toujours se démarquer dans les manifestations, se démarquer des associations de la communauté juive, bien marquer la différence. Qu'on réagissait en tant que Français, mais pas en tant que Juifs. Mais les Juifs, forcément, réagissaient nécessairement en tant que Juifs sur ce plan-là. Et ce décalage m'avait semblé étrange. Ce livre s'est imposé à moi, je n'avais jamais programmé de l'écrire. Et je me suis dit, mais il y a un problème ici. Et j'ai tenté de revenir à l'origine pour comprendre comment les Juifs avaient été reçus, étaient devenus des citoyens. Et là, je découvre des choses évidentes. C'est que les Juifs deviennent des Français non pas en tant que Juifs, mais en tant qu'hommes, non pas en tant que peuple, mais en tant qu'individus. Et là se joue finalement, dans cette dimension morphologico-politique, le destin des Juifs, qui s'explique, c'est qu'il faut rajouter Napoléon. Napoléon leur impose le consistoire, l'adhésion au consistoire comme une super préfecture des Juifs. Il impose la réforme du code civil de la halakha, retirer toutes les dimensions civiles et politiques. Alors, si vous voulez... C'était une négation du Juif en tant qu'il appartient à un peuple. Et si on enlève ça, effectivement, on lui fait perdre mais pas une seulement, partie de sa judéité. C'est que ça devient... c'est dramatique, car un peuple qui n'a ni nom, ni lieu, etc., il finit à Auschwitz. Ça me semble absolument évident qu'il y a cette dimension. Et alors, ça explique la naissance du sionisme, de surcroît à Paris. À Paris. Parce que Herzl comprend peut-être pas totalement, puisqu'il récupère la dimension de l'émancipation, mais dans l'auto-émancipation, il comprend que ce qui est en jeu, c'est la condition collective, et que à l'époque et de tout temps, enfin à l'époque surtout, c'est un État, ça nécessite l'État. Et là, nous avons un aiguillage capital pour comprendre le destin juif de la modernité, sa défaillance. Voyez. Mais par ailleurs, bien plus tard, bon, c'est confondant comme conclusion. À l'époque, c'est un livre qui m'a valu beaucoup d'inimitié. Oui, justement, des critiques parfois même haineuses, qui venaient d'ailleurs des milieux intellectuels juifs. Totalement, de l'intelligentsia juive parisienne. Parce que vous mettiez en cause finalement cette intégration. Écoutez, oui, je la mettais en cause sans la mettre en cause. J'étais moi-même un produit de c'est pourquoi je pouvais le dire. Je n'ai aucun problème sur ce plan-là. Mais aujourd'hui, vous voyez, je me rends compte, au vu du développement de ce qui s'est passé depuis en France, que finalement c'était l'âme de la France, la structure de la France, cette dimension-là. Et que nous voyions notre condition juive, en tout cas les Juifs d'Algérie, et même la communauté juive d'après-guerre, nous ne voyions pas une contradiction entre la dimension collective, totalement insérée dans la République, etc., et la citoyenneté. Au contraire, après-guerre,
vous savez qu'après-guerre, l'école de Paris est un phénomène communautaire, totalement. Il n'existe pas autrement, c'est pour les étudiants juifs, etc. Et finalement, ce phénomène tente de compenser la défaillance de l'émancipation. Pétain qui était proche, les Juifs Xavier Vallat parlait d'un peuple étranger dans la République, les Juifs, et donc il y avait là, on ne pouvait pas revenir au monde sans assumer cette condition. Et pour moi, ça a été très important. Je vais un tout petit peu plus loin pour faire un rapport. Avec les événements antisémites des années 2000, on a pris conscience qu'il y avait un nouvel élément en France. Le nouvel élément, c'est justement l'immigration maghrébine. Et cette immigration bouleversait le schéma français classique dans lequel les Juifs étaient installés. Spontanément, mais il n'y avait plus de Napoléon, il aurait fallu demander aux musulmans de France le même parcours d'intégration qu'il avait exigé des Juifs, mais aussi de l'Église. Parce que le Sanhédrin napoléonien de 1807 n'est pas séparable du concordat avec l'Église. Bon, il se trouve que les choses ne se sont pas faites, mais en fait, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a plus de place pour la communauté juive en France. Ou alors qu'elles doivent inventer une autre identité. Parce qu'en fait, on ne peut pas reconnaître aux Juifs ce que l'on dénie aux musulmans. Et donc, il y a une nouvelle donne stratégique, si vous voulez, pour la continuité. Et je pense que on a besoin de la continuité de la France à ce niveau-là. Donc, vous voyez que tout en ayant, je suis tout à fait conscient de la réalité, mais il y a aussi l'expérience politique et historique. Il y a des choses qui se produisent qui n'étaient pas prévues. Dans les années 80, on ne pensait pas que le communautarisme se développerait et que, si vous voulez, c'est en 1989 que les premières critiques du communautarisme juif sont apparues en France dans le débat. Avant, pas du tout. Effectivement, ce moment-là, donc la République et les Juifs et les critiques qui ont suivi, ça a marqué un peu une sorte de mise à l'écart pour vous, qui s'est ensuite un peu prolongée malgré tout. Vous étiez considéré comme oui, parce que pas forcément toujours. Oui, ça a nuit à ma carrière, etc. Mais si vous voulez, c'était la vérité à mes yeux. Votre livre le plus important à vos yeux reste Le judaïsme et l'esprit du monde. Alors ça, c'est publié en 2011, livre dans lequel vous nous invitez à considérer le texte biblique comme une pensée universelle. Donc on revient à cette idée de l'école de Paris aussi, qui conçoit donc l'univers et le cosmos, une source toujours vive qui porte des créations à venir. Retour vers la dimension universelle de la Torah, donc, c'est la condition pour la renaissance même de l'Israël, ce que vous appelez l'Israël éternel. Alors il faut que vous nous expliquiez un petit peu comment. Voilà, tout d'abord, c'est une démarche systémique d'une pensée qui estime que tout le texte biblique est cohérent. Donc je vais à l'encontre des pitoyables traditions archéologiques, etc., où en fait les archéologues inventent quelque chose de leur cru et qu'ils estiment plus vrai que ce que dit le texte, en quelque sorte. Donc si vous voulez, l'idée c'est de rechercher la cohérence absolue de cet univers. Et bon, je crois l'avoir trouvé. Mais la démarche ici n'est pas tant une démarche philosophique qu'une démarche anthropologique et sociologique. C'est-à-dire que le judaïsme et les juifs font un ensemble qui a une structure, une cohérence, des lois de fonctionnement, en quelque sorte. Et donc, il y a un ethos du judaïsme, il y a des structures répétitives qu'on trouve tout au long du texte. Le problème, c'est comment concevoir le système. Donc, l'hypothèse de départ, c'est... D'ailleurs, je sais pas, je ne m'éloigne pas tellement de Max Weber, qui est un des penseurs de la sociologie, quand il analyse le protestantisme et l'esprit du capitalisme.
Ça ne veut pas dire qu'il estime qu'il est théologien à ce moment-là. Il analyse une structure de civilisation, de culture, en la mettant en rapport avec d'autres phénomènes. Mais en quoi on arrive à une dimension universelle? Parce que c'est ça la question. On voit bien qu'il y a évidemment tout un monde à partir du texte biblique qu'on peut reconstituer. En quoi est-ce que... C'est la construction d'un univers, ouais. Je le dirais de cette façon-là, où tout est cohérent, la transcendance, l'immanence, il y a un système qui se déploie dans le texte biblique et que j'essaye d'interpréter, de comprendre, dont on trouve la récurrence tout au long de l'histoire de telle ou telle façon. Et donc c'est quelque chose de plus large que la halakha, que les dogmes du judaïsme, etc. Mais tout s'inscrit dans la même cohérence rationnelle. Ça ne veut pas dire rationaliste, mais rationnelle. Et j'ai eu le sentiment, j'ai l'ambition d'avoir découvert la clé de cette cohérence. Voilà, donc on renvoie à ce livre, Le judaïsme et l'esprit du monde, donc pour le développement de cette thèse. Donc je vous citais une phrase que vous avez dite il y a donc 10 ans maintenant. Aujourd'hui, proche de la retraite professionnelle, donc vous aviez à l'époque 64 ans, lorsque je me retourne sur cette intense activité, j'ai le sentiment que je n'ai fait que tromper mon besoin d'action, car le véritable théâtre de l'action se trouve à mes yeux dans l'État d'Israël, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où le plus formidable défi à la continuité juive et à l'actualité du judaïsme est aujourd'hui posé. Donc un état d'esprit qui explique que vous retournez en Israël en 2015, exactement, comme vous l'avez dit. Décision de revenir qui s'est un peu aussi également imposée à vous, précisément pour cette raison-là. En fait, j'étais revenu pour écrire. Et donc, j'avais fait un parcours, je ne sais pas s'il est terminal ou pas, mais bon, j'étais arrivé à un moment où c'était un carrefour avec un choix qui se posait, et surtout aussi, le dernier travail, ça a été ce travail intensif sur le nouvel antisémitisme. J'ai eu le sentiment que c'était la fin d'une époque, et qu'il n'y avait plus de place pour une pensée juive, parce que, si vous voulez, pour la pensée juive, la pensée juive, c'est pas uniquement une dimension spiritualiste. Elle englobe le monde et la réalité. La condition juive est aussi une dimension de la pensée juive. Et là, j'ai senti, à la fois sur le plan événementiel, sur le plan de l'esprit de l'époque, mais aussi sur le plan éditorial, sur le plan journalistique, etc., que le guichet s'était fermé, celui qui s'était ouvert à la fin des années 70. Et donc, c'était un sentiment que je ne pouvais pas accepter, c'est-à-dire, ça aurait voulu dire que je ferme boutique et que je ne parle plus. J'imagine que 10 ans après, vous confirmez le constat dans la situation française aujourd'hui. On peut peut-être chacun fait ce qu'il peut pour survivre et continuer, mais oui, effectivement. Il n'y a pas de place, vous dites, pour cette... La communauté juive n'est plus ce qu'elle était. Il y a eu d'ailleurs un très grand traumatisme, 40 000 juifs sont partis, il y a eu une migration intérieure de ceux qui restaient pour s'éloigner des quartiers dangereux, et puis ce sentiment d'être pas reconnu qu'à travers une série de procès qui se jouent actuellement. Donc, mais je suis attentif, je vois ça et je vois la différence, mais je n'accable personne. Est-ce que ça s'aggrave encore ou... Moi, je crois, dans mon livre L'avenir des Juifs de France, je pose une question. Je dis qu'il n'y a plus de place pour une communauté juive en France. Soit on estime que le peuple juif est une dimension importante, alors on s'en va en Israël. Mais là, il y a d'autres problèmes. Je le dis aussitôt. Soit on invente une nouvelle identité juive qui s'adapte à la réalité nouvelle, soit on se fait oublier pour passer à travers les mailles du filet. Voilà, parce qu'il y a un problème réel, si vous voulez, qu'on voit, qui a explosé durant cette période préélectorale là, dans laquelle nous sommes. C'est justement le destin même de la société française, et pas seulement de son idée, donc, et même par ricochet, qu'il influera sur le destin des Juifs qui sont encore en France.
Donc, mais sans jeter la pierre à qui que ce soit. Vous avez l'impression que si la communauté continue ou veut utiliser l'option que vous avez dite, c'est-à-dire de s'installer en tant que communauté, ça veut dire que ça changerait la donne pour le judaïsme, ça serait une autre façon d'être juif, qu'on abandonnerait quelque chose? Elle ne le peut plus. Ouais. Elle ne le peut plus du fait de l'heure française, de l'évolution française. C'est ça la question. C'est un jugement sociologique. Il n'y a pas de place pour une communauté juive en France. Et pourtant, elle existe quand même, malgré tout. Elle existe, mais beaucoup de choses existent sans trouver de solution et en restant problématiques. Et donc, si vous voulez, sur le plan de la structure et de la morphologie politique française, c'est là que ça se joue. Ça peut prendre des années. Bien sûr que la communauté juive subsiste. Heureusement qu'elle subsiste. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette subsistance ne va plus coïncider avec le cadre français. Et elle ne coïncide plus déjà, puisqu'il est arrivé que dans les 20 dernières années, on accuse amplement les Juifs de communautarisme. J'avais d'ailleurs écrit un livre pour assumer la dimension communautaire républicainement parlant, si on peut dire, Un exil sans retour, lettre à un Juif égaré. Donc c'est toute une analyse critique à ce niveau-là. Et dans l'avenir des Juifs de France, j'arrive à ce carrefour où il s'agit de choisir entre, si l'on estime que le peuple juif est une dimension capitale, à ce moment-là, on s'en va. Il y a un lieu pour le mettre en œuvre qui est l'État d'Israël, sans que tout soit clair au départ. Soit on invente un nouveau type de lien communautaire adéquat à la réalité, mais c'est pas facile parce que l'évolution française n'est pas encore terminée. Soit on se fait oublier pour voilà. Donc alors parce que je crois, si vous voulez, excusez-moi, c'est que l'idée d'être communauté et républicain, ça devient difficile. C'est ça la question. Alors ça. Parce qu'il y a d'autres communautés qui sont entre-temps qui parce sont renforcées. Une autre communauté importante, massive, est désormais installée en France, et que du point de vue de la société générale, on ne peut pas reconnaître aux uns ce que l'on dénie aux autres. Mais les autres, en l'occurrence, c'est le problème, parce qu'ils sont arrivés après Napoléon. Et donc, en un mot, quoi. Et donc, si vous voulez, il y a ici une logique structurelle de la société française qui nous échappe, qu'on le veuille ou pas. Écoutez, en 89, pour le bicentenaire, ont commencé à fleurir les accusations contre le communautarisme juif. Je n'ai jamais entendu auparavant des accusations de ce type-là. Aujourd'hui, combien de personnes pensent au communautarisme juif? Je ne sais pas, mais en tout cas, et donc c'est pas simplement, ça ne se joue pas simplement à l'aune des actes antisémites, mais ça se joue aussi à l'aune de l'évolution de la société française. Et voilà le problème. Alors ça, c'est le problème de la France. On revient pour terminer maintenant sur cette dernière période de votre existence, donc sur le retour en Israël, qui n'est pas facile, comme vous l'avez déjà souligné. Vous êtes toujours assez critique sur cette situation. Vous dites rien ne sort d'utile des yeshivot ou des universités. Quand vous êtes revenu en Israël, vos amis vous interrogeaient, étaient surpris du fait que vous vouliez revenir en Israël. Donc, à nouveau, vous retrouvez un pays qui n'a toujours pas, on va dire, intégré ou repris, la judaïté n'a pas repris sa place centrale. Déjà la dimension de peuple, qui est importante. C'est aussi un pays très sectorisé. Les religieux, les laïcs, et les arabes, les bédouins, etc., etc. Mais surtout, le grand problème qui a été ma découverte initiale, c'est que la création d'un État d'Israël pouvait laisser supposer la résurgence d'une dimension de civilisation, de culture, etc. Et naturellement, moi je me suis inscrit à l'université hébraïque de Jérusalem
Bon, j'ai découvert que c'était Harvard plutôt que Jérusalem, hébraïque dans le sens où il parlait l'israélien mais pas l'hébreu, si j'ose dire, puisque j'ai écrit sur le hiatus entre israélien et hébreu. C'est-à-dire la dimension du judaïsme comme pour aller vite, comme civilisation, comme culture, je n'enlève nullement la transcendance dans cette dimension, hein, comme on peut le croire, et que c'est pas absolument pas. Mais la transcendance est un fait culturel, elle est inscrite dans une réalité, et la réalité d'une société juive est une réalité forcément diversifiée. Dans une société, il y a des conflits, il y a des clans, il y a des etc., etc. Mais elle est unifiée. Or, le projet du sionisme politique, de l'auto-émancipation, était une normalisation des Juifs, c'est-à-dire une réduction de la dimension judaïque qui était pas claire à l'époque, du fait de 25 siècles de dispersion. La résurgence de cette dimension, ce que j'appelle l'Israël éternel, c'est-à-dire ne serait-ce que déjà le fait de cultiver dans le texte biblique une origine qu'on peut penser comme symbolique, même si on n'est pas religieux ou quoi, mais qui néanmoins est une grande œuvre. C'est gigantesque. Est-ce que tout ça n'est pas quand même en germe, en gestation, en développement en Israël même aujourd'hui, ce dont vous parlez, même si c'est pas toujours si évident, ni convaincant, ni abouti? Est-ce qu'il n'y a pas un processus de cet ordre qui se produit? Je crois pas. C'est moins abrupt que dans les années 70. C'est beaucoup moins abrupt. Néanmoins, il n'y a rien de décisif sur le plan académique. Le monde religieux en est resté à l'exil. Je ne dis pas que l'exil est fini ou doit être fini nécessairement, mais j'entends par là, vous savez, il y a la galoute et la gola. La galoute, c'est le retrait divin. Il est éternel. La galoute ne finira pas en Eretz Israël. Mais la Gola, oui. La Gola, c'est cette dimension sociale, politique, etc., où les Juifs ont perdu le sens de ce qu'est le peuple juif et de ce qu'est exactement le judaïsme. Et donc, mon attente, c'est que cette dimension soit restituée en Israël. Et je ne vois pas la littérature, elle est littérature à l'européenne, à l'occidentale, c'est les émois de l'individu, etc. Est-ce que ça va passer forcément par un travail intellectuel d'élaboration, ou que finalement, est-ce que ça ne va pas se faire je suis retourné justement avec un projet. Par le peuple lui-même. Mon projet, c'était, je pense que à travers des crises, le peuple le retrouvera. Mais peut échapper aux crises. Mais mon projet, c'était de créer une sorte d'institut qui traiterait de la question de la tradition politique du judaïsme. Parce qu'en fait, c'est le concept de cité qui est le plus important. C'est pas le concept nécessairement de fidélité à la Torah, mais le concept de cité. Si on part du principe que la judéité est une cité également, et pas simplement un oratoire ou une prison, un temple, etc. À ce moment-là, on peut retrouver, c'est ça l'enjeu culturel du retour à Sion. C'est pas simplement un entassement de diaspora qui viennent s'intégrer. De même, l'idée du kibbutz galuyot, le rassemblement des exils, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit dans le rassemblement des exils. Les Juifs qui viennent du monde entier, de toutes les nations, ramènent avec eux l'esprit de ces nations au centre même de l'être, puisque c'est la croyance, etc. Il s'agit pas, si vous voulez, nécessairement, comment dire, d'abandonner tout ce que, pas du tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Or, on ne l'a pas vécu comme ça. Et donc, il y a une dimension perdue qui est à retrouver et qui a à voir avec la dimension de cité. Donc, il me semble que la dimension de cité passe par l'idée qu'il y a d'abord une cité hébraïque et que cette cité n'est pas la cité grecque, qu'elle a une autre puissance de créativité, pourvu qu'on l'aborde à la lumière du texte et pas des dogmes.
si vous voulez. Et là, j'ai commencé une trilogie dont 2 livres sont sortis, l'Hébreu, une philosophie, et l'Odyssée de l'être, métaphysique hébraïque, où j'essaye de défricher le champ d'un nouveau type de pensée juive qui reviendrait au ras du texte hébraïque, du texte hébraïque, avant même de penser, si l'on peut dire. C'est-à-dire que le texte hébraïque porte un univers en soi. Le judaïsme semble son interprétation la plus exacte, d'accord, mais cette dimension de la langue comme portant un univers, c'est pourquoi je reprends la distinction que font certains linguistes israéliens entre l'israélien et l'hébreu. L'israélien, c'est une langue occidentale qui parle hébreu, parce que la syntaxe, elle est occidentale, c'est normal, elle est moderne, elle est utilitariste, etc. Alors que la syntaxe hébraïque, la temporalité, etc., est tout à fait différente. Il n'en reste pas moins quand même qu'aujourd'hui, cette renaissance de la langue hébraïque, de l'hébreu comme langue courante, c'est aussi un des grands, mais absolument, des grands mystères de ce retour. Et est-ce que c'est pas par là le fait même de parler hébreu, même à la mode un peu occidentale ou moderne, est-ce que c'est pas ça aussi qui travaille profondément à cette société? Mais je célèbre l'israélien. Pourquoi? Parce que nous n'aurons plus besoin d'écrire en grec pour la philosophie hébraïque. Nous pourrons écrire en israélien. C'est un peu parce que le livre que j'ai écrit, l'Odyssée de l'être, tente de développer cette démarche en montrant qu'il y a un univers qui correspond en tout à l'illustration judaïque des dogmes, des théories, des doctrines, etc. Mais qui en fait, si vous voulez, la lecture du texte biblique au fil de l'hébreu révèle un tout autre univers que l'univers des commentaires. Et donc, il y a là la matrice d'une créativité. C'est peut-être ce qui se fait aussi dans certains cercles laïques, même on dit qu'il y a une étude qui sort des cercles religieux du texte biblique. Mais absolument, je trouve qu'il est très important que on se réapproprie le texte biblique. Parce que, en fait, on ne le lit plus. On le psalmodie dans les offices, mais même on n'étudie plus vraiment nécessairement le texte biblique dans les yeshivot. C'est toujours à travers l'interprétation talmudique qu'il est abordé. Mais l'interprétation talmudique marque une flexion par rapport à l'univers hébraïque. Et dans la mesure où un État d'Israël s'est recréé, une société se recrée, c'est ce retour que j'attends, auquel j'essaye de contribuer en l'identifiant. Parce que ce sera là l'accomplissement du miracle israélien, si on peut dire. C'est toute la tâche qui vous reste encore à accomplir. Oui, le peuple d'Israël est vivant. Et voilà, je cherche sa voix. Et je suis intimement persuadé que nous arrivons. Mais peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être un tour que me joue mon espérance. Et Shmuel Trigano est toujours aussi mobilisé par cette question. Ah ben oui, c'est une question vitale parce que c'est comment vivre dans la pesanteur suite à la rupture de la jeunesse. Voilà, on revient à ce vide. Oui, et donc là j'écris pas mal autour de l'exil. Et finalement, on découvre des choses tout à fait intéressantes quand on va au fil du texte de la Genèse. Et donc c'est cet exil qui comporte une dimension éternelle, permanente, mais aussi limitée. Mais quand cet exil se terminera, finalement, on peut espérer qu'il se termine, est-ce que ce vide ne va pas disparaître ? Ben, c'est une question. C'est une question parce que dans la mesure où, si vous voulez, le texte biblique commence par un coup de force. C'est que le Créateur s'appelle l'être, le tétragramme. C'est un coup de force philosophique gigantesque. On ne l'a pas assez pensé à ce niveau-là. Et donc, c'est l'idée que, d'une certaine façon,
on ne rencontre Dieu que dans son retrait. Donc c'est paradoxal. Quand dans le texte biblique vous faites une offrande sacrificielle pour vous rapprocher du divin, vous perdez un animal, vous l'offrez en quelque sorte. Regardez l'histoire d'Abraham qui est très explicite à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans notre commune humanité, il y a une incapacité à contempler trop directement la divinité. Et donc, le paradoxe, c'est quand je veux me rapprocher, je m'éloigne. C'est le sens de korban, le sacrifice, de kérev. Kérev, c'est le saint, c'est l'intériorité. Krovim, c'est les parents, en quelque sorte. Donc, cette dimension-là, elle est ineffaçable, à moins que le monde ne se disperse. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a quelque chose d'irréductible dans ce retrait divin, dans cette absence. Mais je dirais que l'absence de Dieu est une façon de communiquer sa présence à la condition humaine, qui est née justement du retrait de l'être. Et c'est là justement où le vide créateur est permanent. Vous dites toute la politique hébraïque a pour finalité de préserver le vide au cœur de la cité. Exactement. C'est ce que vous appelez la fonction lévitique. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Il faut refaire le temple aussi, peut-être, pour que ça fonctionne? Vous savez, on lit chaque jour une prière, la 17e bénédiction, où on célèbre Dieu qui ramène sa présence à Sion. Il m'est arrivé une fois d'être dans un hôtel au pied du mont Sion. Et c'était bouleversant. Parce que ça parle au présent. Mais qu'en est-il du maintenant? Vous voyez? Donc là, vous voyez toute la différence. Mais en somme, oui, on prie pour le rétablissement du temple, des sacrifices, etc. C'est d'ailleurs un terrible problème philosophique pour le judaïsme rabbinique. Quel est le statut si le temple est après avoir passé la guerre mondiale, quel serait le statut justement des sacrifices dans le temple de Jérusalem, puisqu'en fait tous les jours nous prions pour le rétablissement des offices dans le temple. Et donc voilà une question théologique à laquelle je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse pour l'instant, mais que le croyant, celui qui croit à ce qu'il dit et ce qu'il lit dans sa prière, attend quelque chose. Je vous signale que c'est le début de mon prochain livre à ce niveau-là, où je reviens justement sur tout ce parcours. Mais ce qui se termine, c'est bien la Gola, c'est-à-dire le fait d'être en dehors de soi-même pour survivre en quelque sorte. Donc, quand on revient au sein de soi-même, qui sommes-nous? Qui sont ces Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont à dire à l'univers? Qu'est-ce qu'ils ont à se dire à eux-mêmes? Et c'est là, c'est peut-être trop exigé, c'est là qu'il y a une attente qui n'est pas encore résolue. Merci beaucoup, Shmuel Trigado. Donc, encore beaucoup de travail, et puis on attend votre prochain ouvrage, puisque donc finalement on peut quand même écrire en Israël, et malgré l'agitation et la manière dont les Israéliens vivent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc je renvoie à ce numéro récent de la revue Pardes qui vous est consacré, revue publiée aux éditions InPress. Donc Shmuel Trigado, un parcours intellectuel dans le siècle. Merci beaucoup et merci pour votre attention.